chère audience du Kiff. Je vous parle aujourd'hui depuis Montréal. Je ne peux pas être avec vous, mais j'ai été invité et je vous en remercie, membre du Kiff, Alexandre Michelin, à vous parler un petit peu de création et des nouveaux moyens donnés aux auteurs pour créer aujourd'hui, depuis quelques années, depuis ce qu'on appelle l'avènement du temps réel dans l'entertainment. Alors, c'est un exercice pas facile parce que je suis seul devant ma caméra avec mon keynote et je vais essayer d'être assez clair. C'est tiré d'un cours que j'ai donné pour les étudiants d'Alexandre Michelin il y a quelques mois. Et j'ai eu la chance qu'Alexandre trouve ça plutôt bien. Il m'a demandé d'essayer de vous retranscrire un petit peu le fond de ce cours depuis mon salon à Montréal et d'essayer d'être assez clair. L'idée aujourd'hui, c'est que pour les personnes aujourd'hui qui vont regarder cette vidéo et qui sont des gens qui fabriquent ou qui produisent de la réalité virtuelle, ce que je vais vous dire va paraître très barbant parce que vous le savez déjà très bien, mais peut-être que d'autres personnes dans cette salle ne sont pas au courant et n'ont pas ce savoir encore, et je vais essayer de le transmettre un petit peu et de le transmettre à travers des exemples, des choses que j'ai pu produire chez Atlas 5. Voilà, donc moi, pour me présenter, je m'appelle Antoine Quérol, je suis cofondateur de la société Atlas 5 qui produit beaucoup d'outils en temps réel, en immersif, des films en temps réel en immersif, excusez-moi, mais on va parler d'outils bientôt. Voilà, donc j'ai produit pas mal de choses dont je vais parler bientôt, comme Sphere, Battlescar ou Gloomy Eyes, pas tout seul bien sûr, mais à l'aide de mon équipe. Et l'idée, c'est à travers de quelques exemples que j'ai pu produire, vous avoir le keynote d'aujourd'hui. Donc cette société est basée à Paris, on existe depuis 5 ans et on a testé beaucoup de choses, bien sûr fait beaucoup d'erreurs, mais surtout on commence à maîtriser ces outils, ce qui fait que je peux vous en parler aujourd'hui. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Ce sera quand même plus sympa avec des visuels, si vous le permettez. Voilà, donc mes slides sont en anglais, souvent on parle un petit peu en anglais. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous parler un peu de remonter cette rivière de l'immersif avec vous, comme le font les saumons, comme ces saumons qui remontent les rivières. Vous comprendrez donc l'esprit de ma presse avec tous ces petits saumons. Voilà, on va donc commencer aujourd'hui. Ce qu'on veut dire à la base, c'est que raconter des histoires, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, c'est quelque chose d'ancestral, c'est quelque chose de magique. Et on se souvient tous ces moments qu'on partageait avec nos parents, qui nous racontaient des histoires, et des histoires donc avec des moyens assez simples, qui étaient l'écrit. Et grâce à cet écrit, l'imaginaire faisait énormément. On se rappelle ces moments avec ces histoires où voilà, le monstre était pas loin, derrière la porte, sous le lit, parce qu'on imaginait, notre imaginaire faisait beaucoup de travail. Les artistes s'emparaient de l'écrit pour faire travailler notre imaginaire. Et bien sûr, il n'y a pas que l'écrit, et il y a eu beaucoup de moyens comme ça pour raconter des histoires à travers le temps. Et qu'est-ce que c'est du coup une histoire? C'est, pour faire un parallèle directement avec l'immersif, ce dont on parle aujourd'hui, les lieux immersifs, qu'est-ce que c'est raconter une histoire? C'est des artistes. C'est des artistes qui ont une vision, qui ont une passion, qui transmettent une histoire et qui veulent éveiller notre curiosité, voilà, éveiller notre imagination. Et pour ça, bien sûr, quoi de mieux que les outils dont vous parlez aujourd'hui pendant ces quelques jours de conférence, que sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle. Et c'est des outils magnifiques, mais c'est des outils qui ne seraient rien sans les artistes. Voilà, rappelons-nous quand même qu'à la base, c'est un artiste qui raconte une histoire, et pour ça, il va utiliser certains moyens techniques, dont certains dont vous avez parlé aujourd'hui. Donc bien sûr, l'écrit existe depuis très longtemps, mais encore avant ça, les pigments, voilà, on prenait quelques petits pigments et on dessinait sur les grottes. Ça a permis beaucoup d'histoires. On voyait quand même, j'ai appris en faisant le film La Grotte Chauvet, que cette grotte était carrément une des premières galeries d'art, si on peut imaginer. C'est comme ça qu'ils racontaient un peu leurs anecdotes et leur quotidien. Bien sûr, on est passé par la peinture, la sculpture, énormément de moyens, toujours, de nous emmener à travers des histoires visuelles ou narratives, mais bien sûr aussi le bois ou le fer, énormément de choses qui nous permettent et qui permettent aux artistes d'aller plus loin dans leur vision et à nous, producteurs, de les accompagner. Mais voilà, un nouvel outil est apparu il n'y a pas longtemps, le code. Le code est quelque chose d'assez récent, apparu avec l'informatique, donc par rapport à tout ce qu'on vient de voir comme moyen de raconter des histoires, c'est quand même quelque chose de tout nouveau. Et l'avènement du code a créé un renouveau des outils de production, voilà, dans l'entertainment et dans l'audiovisuel. Des choses dont on va parler aujourd'hui sont beaucoup liées aux outils de temps réel, voilà, les deux grandes figures étant Unity et Unreal, mais d'autres moteurs de fabrication de temps réel existent, souvent des moteurs propriétaires utilisés par des sociétés et créés souvent par ces mêmes sociétés. Mais Unity et Unreal restent les deux gros modèles que tout le monde utilise. Voilà, donc l'idée, c'est que pendant 20-30 ans,
le jeu vidéo s'est emparé de ces outils pour créer des jeux vidéo, là où l'audiovisuel, l'entertainment, était basé sur des logiciels qu'on appelle de précalculés, de pre-render, aux États-Unis évidemment. Et ces logiciels, vous les connaissez tous, c'est 3ds Max, c'est Maya, et je pourrais en citer comme ça énormément. C'est des outils extrêmement puissants, c'est des magnifiques outils. Et pour simplifier le débat, il y avait quelque chose ces 20 dernières années qui était le temps réel permet d'aller plus vite, de faire des mondes ouverts sur lesquels on peut interagir en temps réel. Ces mondes étant créés à partir de logiciels de code qui donnent les logiciels de temps réel. Et il y avait de l'autre côté ce qu'on appelait le précalculé, qui étaient des logiciels lourds, plus chers, plus longs à mettre en place. Et surtout, une fois qu'on avait fait tous nos effets spéciaux, il fallait calculer, rendre, render, c'est pour ça qu'on dit précalculer, tous ces effets, ce qui fait que ça prenait beaucoup de temps. Voilà. Donc on peut bien imaginer que il y avait ce débat de est-ce que je vais prendre quelque chose de plus malléable, mais qui est un tout petit peu moins beau visuellement qu'un outil de précalculé, ce qui était le jeu vidéo comme en 15-20 ans, ou est-ce que je vais me tourner sur l'entertainment, sur quelque chose de totalement linéaire, pas du tout interactif, mais avec une meilleure qualité graphique, et c'était les outils du cinéma dans l'animation ou dans le VFX. Mais voilà, depuis quelques années, ces outils de temps réel ont tellement progressé que leur capacité graphique arrive bientôt à égaler celle du pré-rendu. Alors, pour être honnête, et je pense que beaucoup de gens dans l'audiovisuel seraient d'accord avec moi, on n'y est pas encore, ça n'a pas encore égalé la qualité des outils de pré-rendu, mais on y est presque. Et une transition est en train de s'opposer, et de plus en plus d'artistes vont utiliser ces outils de temps réel pour fabriquer des œuvres narratives, souvent interactives, et c'est énormément le cas en réalité virtuelle. En réalité virtuelle, aujourd'hui, pour créer un monde dans lequel on peut se mouvoir en temps réel, un monde graphique très beau dans lequel on peut se mouvoir, on va devoir passer par ces outils de temps réel et créer avec ces outils de temps réel. Donc c'est là que plusieurs choses sont possibles et j'ai envie de vous donner quelques exemples pour vous donner un petit peu de matière pour mieux comprendre ce qui est possible à faire. Nous avons d'abord, premier saumon qui remonte cette rivière, le procédural. Voilà, le procédural, c'est un type d'animation qui va s'auto-créer, qui va s'auto-régénérer avec bien sûr des modèles et des formes qu'on lui aura données pour nous aider à raconter des histoires. Une des histoires qu'on a pu raconter avec ce modèle-là est Sphère. Sphère, c'est un des premiers projets que nous avons fait chez Atlas, coproduit avec beaucoup de personnes à nos côtés, et on en est content, on est loin d'être les seuls à avoir participé. Et c'est le projet qui est mené par Elisa McNeith, voilà, qui est une réalisatrice visionnaire, qui a fait un des premiers projets et un des premiers succès qu'on a pu produire en réalité virtuelle, voire un des premiers succès, si on peut dire succès, avec l'audience restreinte que nous avions il y a 5 ans, de la réalité virtuelle. Voilà, pour vous en parler un petit peu plus, c'est un projet sur l'espace en 3 chapitres qui nous transporte dans le cosmos pour nous faire visiter ce cosmos avec bien sûr de la narration mise en place et des grandes voix off qui nous aident à traverser cette narration. Pourquoi je vous donne cet exemple et je vais vous montrer quelques images, c'est que ce projet a été beaucoup fait en animation procédurale. C'est un projet qui a été fait à l'aide du moteur de jeu Unity et c'est donc grâce au code créé il y a plusieurs années qui a mis en place ces softwares qu'on a pu faire ce projet. Donc je vais vous partager quelques images rapides que vous voyez de quoi il en retourne. You are the cosmos. Reach out and feel the universe. Thousands of years, and friends stars to find a place in our soul. Let's use this largest cosmic creation to unfold stories, just as you have created centuries of as we call out into the dark beyond, what strange echoes shall reply? Alors voilà, deuxième saumon aujourd'hui, deuxième saumon, l'animation, une animation un peu plus classique dans ce que vous avez l'habitude de voir dans l'animation, dans ce qui est l'animation qu'on imagine quand on pense au festival d'Annecy. Voilà, ce qu'on a vu précédemment, c'est un peu moins ça.
même si aujourd'hui, l'animation veut dire de plus en plus de choses. L'animation plus classique, 2D, 3D, en temps réel. Donc là, je vais vous montrer des exemples qui sont des exemples qui vont beaucoup plus à l'œil comme ça, vous faire penser aux outils que sont 3ds Max, que sont les pipes plus classiques de pré-rendu, mais il faut bien comprendre que ces outils permettent beaucoup plus de malléabilité aux auteurs et aussi permettent de réduire les coûts pour un producteur. C'est-à-dire, la VR, c'est quand même quelque chose d'assez cher, on doit créer des assets partout autour de nous, souvent interactifs, dans lesquels on doit se mouvoir, et donc c'est quelque chose d'assez cher. Donc si on devait à chaque fois tout créer, calculer, render, le lendemain rechanger, ce serait des process très très longs, et le temps réel nous permet, un exemple très simple, c'est sur une scène, de bouger le soleil en temps réel pour modifier nos ombres et avoir un cadre qui nous plaise. Donc parmi les premiers projets qu'on a pu faire en animation temps réel, j'aimerais vous parler de Battlescar, et je vous montrerai quelques images, qui est un projet qui, là encore ici, celui-ci est fait sur Unity, qui permet aux auteurs de créer leurs assets et de les mouvoir dans une logique de temps réel et de recréer quelque chose de visuellement très très stylé. Voilà, pour le dire, on revient au débat qu'il y avait il y a à peu près 10 ou 15 ans sur, vous vous souvenez des jeux vidéo PlayStation 1 et de cette époque de nos vies où le jeu vidéo était quelque chose de magnifique, moi aussi j'ai joué beaucoup, mais où on était sur une qualité graphique qui ne ressemblait pas du tout à l'animation de cinéma. Aujourd'hui, grâce à ces procédés, et vous allez le voir et en juger par vous-même, on peut recréer des univers avec ces outils de temps réel pour faire des choses narratives qui se rapprochent d'un univers de cinéma avec un coût moindre et surtout un temps de fabrication beaucoup plus rapide et une flexibilité pour les auteurs de raconter des histoires différemment. Faire de la réalité virtuelle, c'est compliqué, de moins en moins, mais encore plus il y a 4 ans, où quand un réalisateur n'a pas les réflexes de raconter cette histoire, il doit pouvoir changer les personnages de place rapidement, il doit pouvoir essayer énormément de choses afin d'atteindre son but qui est de pouvoir raconter bien cette histoire. Et avec ce temps réel, ça lui permet de tester énormément de choses, encore une fois en temps réel, sans avoir à attendre le processus de calcul d'un ordinateur, et comme ça, de pouvoir raconter son histoire, driver votre regard et votre attention là il le souhaite. Et pour ça, énormément d'essais sont faits. Battlescar a été fait avec ces procédés par ces deux talentueux réalisateurs que sont Martin et Nico, voilà, qui sont derrière ce projet depuis son écriture, associé avec Mercedes pour l'écriture, mais depuis son écriture jusqu'à la réalisation. Et les deux sont très très impliqués dans l'animation. Martin est un excellent animateur, les deux étaient vraiment les mains dedans, allaient très souvent au studio pour tester, pour itérer sur cette façon de raconter des histoires, ce qui a donné Battlescar. Vous voyez le look graphique, on est loin du look de PlayStation 1. Voilà, ou encore un autre style pour vous montrer. Je vais vous montrer quelques images, on va passer à un autre projet. Donc voilà, un deuxième projet, c'est à peu près les mêmes procédés de ce que j'ai dit précédemment. Je ne vais pas y passer trop de temps, toujours voilà, plus flexible. Les auteurs qui peuvent gagner beaucoup de temps à tester des choses, être dans ce bac à sable en temps réel, bac à sable de mouvement, de dynamique des mouvements, de palette de couleurs. C'est juste un style différent, c'est le projet Gloomy Eyes. Voilà, on est plus, vous le voyez, sur un style un peu 3D à la Pixar, fait encore avec ces logiciels de temps réel. Les deux auteurs, cette fois, oui, je ne sais pas pourquoi c'est un hasard, on travaille beaucoup avec des Argentins, sont Fernando et Jorge, qui ont aussi, là aussi, écrit, coécrit avec Santiago Amigorena, mais écrit, réalisé et animé. Encore une fois, voilà, Fernando est un excellent animateur, ils ont beaucoup mis les mains à la pâte. Et c'est sûr que ce projet n'aurait pas pu exister avec les logiques d'avant, n'aurait pas pu exister en réalité virtuelle avec les logiques de précalculé de l'époque, sans le code, sans ce nouvel outil qui est donné aux auteurs pour raconter des histoires dans l'immersif. Donc, je vais vous montrer quelques images rapidement et on enchaîne. There was a time when the sun got tired of the idiocy of humans and decided to hide
and never rise again. And war broke out between the living and the dead. Maybe if the humans had tolerated their love, things could have turned out another way. Voilà, je me permets d'enchaîner parce qu'il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de nouveaux outils et procédés possibles. Encore une fois, l'idée, c'est bien de faire une toute petite introduction sur à quel point ces moyens sont différents de ce qui était donné il y a 20 ans aux produits linéaires de storytelling. Imaginez bien là aussi que dans ce que vous avez vu, on est toujours dans des univers dans lesquels on peut bouger, dans lesquels on peut interagir, dans lesquels on peut marcher. Voilà, et ces choses vont interagir avec nous en temps réel. Je pense que j'ai assez répété ce mot. Donc, troisième saumon, c'est, on a vu là des exemples d'animation procédurale, plus 2D ou 3D, dans lesquels rien n'est humain. Personne n'a d'apparence humaine. Le but des réalisateurs n'a jamais été de raconter des histoires avec des apparences humaines. Il se trouve que parfois, ces artistes viennent nous voir et ont des envies dans lesquelles, oui, une énorme partie sera faite avec des logiciels de temps réel, mais ils veulent cette fois ramener des acteurs, ramener de l'acting à l'intérieur de ces projets. Et ces projets et ces différentes possibilités que je vais vous montrer posent la question même de se dire quel est le futur de l'acteur dans 20, 30, 40 à 50 ans. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le film Le Congrès de Harry Feldman, je vous le recommande, qui lui-même a un peu une idée de ce que pourrait devenir le futur de l'acting dans les temps réels plus tard. Mais nous ne sommes pas dans 20-30 ans, nous sommes dans le présent. Aujourd'hui, une première solution qui va permettre d'intégrer un humain dans un univers de temps réel, un acteur dans un univers de temps réel, c'est la capture volumétrique. Donc, la capture volumétrique, c'est quoi? C'est mettre un acteur dans un studio entouré de plein de caméras et de capteurs de profondeur et de capteurs de couleur qui font qu'on va le capter en live, on va capter ces petites subtilités de visage, de sourire, de pleurs. On va capter ses cheveux, quoique les cheveux, ce n'est pas encore parfait, c'est quelque chose qui reste à faire progresser dans les années qui viennent, mais on va capter cet acteur réellement comme il est, avec son acting, et puis on va l'intégrer dans une scène en temps réel, et il va, avec nous, raconter cette histoire, participer à raconter cette histoire dans cette scène de temps réel. Donc ici, vous pouvez voir, par exemple, Abel Ferrara, qu'on a recordé dans un studio à Londres qui s'appelle Dimension, afin de le remettre à l'intérieur d'une scène qui, elle, avait été créée en temps réel. Donc là, nous le voyons sur ce studio qui est en fait un énorme cyclo vert sur lequel il est rempli de lumière, de caméras, pas forcément des caméras, comme je vous le disais, des caméras RGB, des capteurs de profondeur, afin de recréer les différents mouvements et les différents volumes de cette personne pour le remettre en 3 dimensions, en volume, ce qui fait que quand on sera en réalité virtuelle, on pourra bouger autour de lui et on aura vraiment cette impression de présence de l'acteur autour de nous. Donc, c'est quelque chose de très, très positif. C'est une super technique. Le seul petit truc à mettre de côté par rapport au 4e saumon que nous allons voir, c'est que l'acteur, une fois capté, est figé. On ne pourra plus changer ses mouvements, on ne pourra plus décider de changer ses mouvements d'une façon différente. Si sa main droite fait ça, sa main droite fera ça et on ne pourra pas décider qu'elle fait ça. Donc, ça veut dire, ce qu'on dit grosso modo, c'est que le corps n'est pas rigué. Il n'y a pas un rig comme dans l'animation, comme une puppet qu'on peut après faire bouger. C'est vraiment, on prend l'acting tel qu'il est et on l'inclut dans cette salle de temps réel. Ensuite, on recrée les scènes dans lesquelles il va être inclus. Là, c'est par exemple une des scènes de ce projet qui s'appelle Birds of Prey, qui est l'épisode 1 de Missing Picture, qu'on fait sur un film jamais fait de Abel Ferrara. Et donc, on fait ces décors en temps réel, on prend la capture volumétrique et on les intègre l'un dans l'autre pour fabriquer ce projet. On a utilisé la même chose sur un autre projet que j'ai fait avec MacGuff qui s'appelle Ayahuasca. Sur Ayahuasca, tout ce que vous voyez autour ici
est un décor fait en temps réel, mais le chaman, qui est là au milieu et qui va vous introduire dans cette expérience, a été capté en capture volumétrique, cette fois à Los Angeles, dans un studio appelé MetaStage, sur le même principe. Celui d'Angleterre et celui de Los Angeles sont basés sur les logiques de Microsoft, mais d'autres existent. Les Français de Grenoble, de Fordiview, ont aussi créé un super système qui lui aussi est exporté à Taipei et à Los Angeles et dans bien d'autres endroits encore. Donc plusieurs SDK, plusieurs softwares existent pour pouvoir permettre cette capture volumétrique. Donc encore ici un exemple, et on peut tourner autour de ce chaman qui aura son plein volume. Un autre projet sur lequel on travaille en ce moment est un projet qui s'appelle 38 minutes, qui est là, est un projet beaucoup plus lourd parce qu'on va prendre cette même capture volumétrique et on va l'emmener cette fois sur un casque Quest, qui est un casque beaucoup plus léger, ce qui était quelque chose qui n'était pas permis il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, cette capture volumétrique a fait beaucoup de progrès d'optimisation et on peut se permettre d'avoir des acteurs captés en capture volumétrique mis à l'intérieur d'un casque Quest, qui est un casque mobile. Ce projet a aussi comme spécificité d'avoir beaucoup de personnes captées, mais ce qui nous a permis de mettre beaucoup de personnes captées dans un Quest, c'est qu'une fois que la personne a été captée en capture volumétrique, oui, ses mouvements sont figés, mais son style graphique peut changer. Je peux faire de cette personne un nuage de points, je peux en faire une masse de traits, je peux en faire du noir et blanc, ce qui permet de jouer avec l'optimisation et les possibilités d'un device avant de faire rentrer la build nécessaire. Voici un petit trailer rapide pour vous parler du projet. You initially can't even process it. It's something you have to stare at for a moment and say, wait a minute, what is this? This is not possible. And then the fear jumps in. This could be possible. Straight away I realized if I'm getting this message, so is everyone across the islands. There was this impulse first to be with loved ones. If people were with their kids, it was, where do we go to protect them? How do we protect them? Our girls are 7 miles away, and Bruce said, I don't know if this is real or not, but I need to be with them. This was real, and there was a ballistic missile coming to us. I would probably never see him again. Voilà, donc nous l'avons vu, plusieurs styles graphiques différents entre Abel Ferrara et ces gens-là, ce que permet la capture volumétrique. Par contre, parfois, on va avoir besoin de raconter une histoire différemment. Cette fois, le réalisateur va vouloir un rôle d'actorat, mais va vouloir un rôle d'actorat avec un corps rigué qu'il pourra ensuite bouger de façon un peu différente, un peu plus malléable, qu'il pourra affiner, qu'il pourra cleaner, sur lequel il pourra aussi rajouter beaucoup de textures très différentes. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le motion capture et le performance capture, voire le face rigging. Et tout ça vous nous permettre aussi, avec une technologie différente, de prendre des acteurs, de leur faire de la danse, de l'acting et de les emmener dans des scènes de temps réel. C'est par exemple ce que Pierre Zandrovich, mon associé, a fait dans Miroir. Dans Miroir, avec cette actrice qui est Zita Unruh, qui est une vraie comédienne. Il voulait pour ce projet utiliser cette technique et non pas la volumétrique capture, parce que c'est comme ça qu'il voulait raconter cette histoire. C'est comme ça qu'il voulait faire jouer Zita Unruh et lui rajouter cette combinaison de spationautes autour de lui. Et c'est pour ça qu'on a utilisé ça. Donc vous voyez à peu près, ça c'est le résultat du scan de la face de Zita Unruh, qui suite d'ailleurs à ça a aussi participe aussi à un épisode de Love, Death and Robots saison 2, qui ont utilisé la même technique avec légèrement plus de moyens, et la qualité est légèrement meilleure, mais ne vaut pas le gap de moyens. Donc voilà, je vais vous montrer quelques images pour vous montrer un petit peu comment se fabrique le motion capture. On avait fait un mini making-of que j'ai rapidement coupé pour vous montrer quelques images qui vous montrent, voilà, encore une fois, comment utiliser ces outils. Tout ça n'est que du code, hein. Tout ça est du temps réel et du code, et ça permet encore une fois de reprendre cette Zita Unruh, de la remettre dans le miroir et de jouer avec elle comme un caractère d'animation qu'on a pu voir
dans Gloomy Eyes ou dans Battlescar, mais avec une phase photoréaliste. Donc, c'est ce qu'on appelle un OptiTrack autour, ce que vous voyez. Là, ça va être les flashs et les caméras pour le facial capture. Voilà, c'est là qu'on l'a scanné, comme vous le voyez. D'expression de visage pour qu'on puisse jouer avec et s'amuser à les recréer. Voilà, tout ça ne sont quelques petits exemples pour vous faire comprendre un peu ce qui s'est passé et l'évolution. Encore une fois, faire comprendre à ceux qui sont assez novices, ceux qui utilisent le temps réel, savaient déjà très bien tout ça et je m'en excuse. J'ai essayé d'être bref et rapide. Pour vous dire, un des derniers saumons qui remonte cette rivière, c'est maintenant réussir à mélanger tous ces outils-là. Et on ne va pas non plus se mentir, c'est magique le temps réel, mais par rapport à ce que permet le précalculé, c'est encore limité. Voilà, et c'est évident que même si le temps réel augmente pour rattraper ce précalculé, n'oublions pas que le précalculé, lui aussi, continue à faire des progrès. Donc bien sûr, l'écart se réduit, mais par exemple, il serait inenvisageable aujourd'hui de faire un Marvel ou un Avenger avec les moyens du temps réel. On reste quand même bien plus avancé dans le précalculé. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que le futur va dans un sens où le temps réel va rattraper ce précalculé, voire à un moment vont merger pour avoir les qualités de l'un et de l'autre au sein du même pipeline. Aujourd'hui, beaucoup de boîtes de production travaillent là-dessus. Comment mélanger ces deux techniques, comment mélanger le real-time et le précalculé. Je pense que c'est le sens dans lequel on va, je pense que c'est le sens de l'histoire de la post-production. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, c'est un projet qui a utilisé un peu de choses, qui a recréé des choses avec des vrais pipelines, qui les a réintégrés dans des éléments de temps réel. Il ne me reste que 2-3 minutes, mais je vais... Donc on va rester sur cette magnifique image. Qu'est-ce qu'il reste la suite? What's next? L'avenir nous le dira. Donc nous vivrons ça tous ensemble. Restons attentifs. Rendez-vous au KIF numéro 10, car c'est la première édition. Et j'espère qu'au KIF numéro 10, nous serons tous là pour savoir qu'est-ce qui aura été next. Comme vous le savez, je suis un peu seul à faire la régie, donc voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Encore une fois, c'était un exercice assez original de faire ça comme ça à distance en vous parlant. Je pense que moi, j'enregistre mercredi, je vous parlerai de vendredi. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Je vous souhaite un excellent événement et j'espère que vous avez pu apprendre 2-3 petites choses sur l'évolution de tous ces outils qui sont aux dispositions des artistes aujourd'hui. N'oublions pas que ces outils s'additionnent. Hein. Heureusement qu'il nous reste l'écriture, la peinture, la sculpture, et tout ça pour accompagner plein d'histoires différentes et variées. C'est un magnifique métier que d'être artiste, d'être auteur et d'être producteur afin de les accompagner dans ces narrations. Voilà, avec tous ces plein d'outils. Et pour vous le dire, moi, tous ces outils, je les ai aussi découverts les 10 dernières années, parce que je viens de la production de prise de vue réelle et pas de jeux vidéo. Donc, c'est des choses que j'ai énormément appris et que j'essaye simplement de vous retranscrire avec mes mots de newbie, de bleu. Voilà, donc merci encore pour votre temps, merci pour l'invitation et je vous souhaite un excellent événement.